effectivement confronter le virtuel, la promesse qu'il a dans sa tête, et ce qu'il va retrouver. Donc, un touriste voyage toujours pour une raison particulière, soit les affaires, suivi médical, détente, mais pour notre cas, la destination de Meknès, la principale motivation, c'est le voyage peut être la découverte du patrimoine matériel et immatériel, patrimoine culturel, culinaire, sites naturels, événements, et ainsi de suite. Donc c'est très important que, c'est-à-dire l'objectif de la visite soit concret, soit là. Il ne pourrait pas attendre. Je me rappelle bien le cas de Fès, et surtout pour la mosquée de Qarawiyyin. Il y avait beaucoup de touristes qui ont pris la peine effectivement de voyager à Fès pour voir et pour visiter Qarawiyyin. Et une fois sur place, ils étaient interdits effectivement de pénétrer Qarawiyyin parce que bien sûr c'est interdit à l'époque. Ils sont permis que de faire la visite superficielle. Là, ça a été un peu décevant pour pas mal de touristes, parce que pour eux, c'est Qarawiyyin qui les intéresse. Donc, c'est loupé. Alors, c'est loupé, donc ça va laisser quand même un goût amer dans l'expérience. Même si on arrive effectivement à garantir toutes les autres, effectivement, tous les autres mécanismes effectivement, du confort de la visite. Alors, ce qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire en matière de mesures. Tout d'abord, mettre à niveau les points d'entrée de la ville et l'espace public. Une ville qui a été c'est pénétrant dans un état d'élarement, elle ne pourrait pas suffisamment être attractive. Aménager des aires de repos dans les sites touristiques stratégiques situés hors lieu urbain. C'est-à-dire prendre la peine d'aller voyager jusqu'à Volubilis en livraison. Et une fois sur place, vous devrez effectivement ne pas tarder parce qu'il n'y a pas effectivement un lieu pour se reposer, prendre quelque chose de chaud, de froid, même se restaurer, c'est un peu délicat. Restauration et réhabilitation des sites touristiques devraient se faire de façon beaucoup plus intelligente. C'est bien de réhabiliter, c'est bien de restaurer, mais il faut chercher un rôle à ces monuments, à ces espaces réhabilités et restaurés. Optimiser des procédures administratives relatives à l'investissement touristique. Effectivement, les idées ne manquent pas, mais malheureusement, les procédures ne suivent pas toujours l'engouement qu'a ce secteur pour les investisseurs. L'intégration des déplacements touristiques dans le schéma de transport et de déplacement de la ville. C'est-à-dire, ça serait un peu dommage que nous avons, par exemple à Meknès, nous avons une société de bus, mais nous n'avons pas effectivement des cartes à l'intérieur de ces bus, ou même dans des points d'arrêt, effectivement pour permettre, pas seulement aux touristes, mais même pour les citoyens de se repérer facilement par rapport à cette ville. C'est dit ce matin que des fois c'est un peu dur qu'un Meknessi ne connaît pas suffisamment sa ville. Il ne reconnaît pas ses monuments et n'arrive pas effectivement à la suivre par rapport à sa richesse et son potentiel historique et culturel. Adaptation et personnalisation de l'offre touristique. C'est-à-dire, cette offre devrait être évolutive et adaptable. Il n'est pas sacré. C'est quelque chose qui devrait être différents changements et différentes effectivement, orientations et influences effectivement du comportement du touriste. Adaptation de l'information touristique au marché, d'ailleurs c'est la réclamation de tous les professionnels et c'est plutôt l'un des grands problèmes de la profession touristique. Ça manque de qualité parce que la formation n'est pas suffisamment adaptée pour accompagner ces jeunes qui travaillent de plus en plus dans ce secteur. Donc cette formation devrait elle aussi répondre à ce besoin d'évolution et plutôt au besoin de la qualité. Mise en place d'une signalétique hiérarchisée et cohérente. Et tout à l'heure, avec des collègues et surtout avec des visiteurs de l'extérieur de la ville, c'est parmi les choses qu'ils ont réclamé, c'est la signalétique et c'est tout à fait, je dirais, légitime. Une ville qui manque de signalétique adaptée, c'est très très mal valorisé. Donc ça pourrait rejoindre même l'idée de la valorisation des pénétrantes de la ville. Création du support de communication diversifié.
qui dit diversifier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter des supports publics communicationnels, promotionnels classiques, il faut s'ouvrir sur la digitalisation et les nouvelles technologies effectivement de l'information. Et bien sûr, même avec ça, les acteurs ils sont responsables. Soit directs, soit c'est-à-dire les acteurs directs ou les acteurs d'appui, ils sont responsables, chacun bien sûr dans ses prérogatives, plutôt dans ses attributions. Alors le post-voyage, comme je l'ai dit dès le départ, c'est une étape qui reste fondamentale. Pourquoi fondamentale? Parce que une fois de retour de son voyage, automatiquement il reste le voyageur, plutôt le visiteur, il cherche à partager. Qui dit partager, c'est-à-dire il est en train de vider son sac, de vider son expérience sur des canaux différents. Si c'est un client enchanté, satisfait, ça devient un ambassadeur de la destination. Donc on peut le fidéliser, mais surtout on peut compter sur lui pour mieux vendre notre destination. C'est le cas contraire, ça devient quelque chose d'immaîtrisable. Et ça, ce qui fait mal à pas mal de destinations, y compris notre destination, lorsqu'on produit de mauvaises expériences. Alors, et bien sûr, ça va finalement redéclencher le cycle, encore une fois, c'est-à-dire la réflexion, la formulation de la promesse et bien sûr la concrétisation du voyage. Alors, quelques pistes de réflexion. Donc, l'adaptation de la pratique de feedback du voyage. Les acteurs ils sont appelés de plus en plus à écouter le feedback des clients. Effectivement, à mieux creuser dans ces expériences, pour mieux les comprendre. Bien sûr, chacun dans sa position, dans ses attributions. Adoption de la stratégie de fidélisation des touristes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de stratégie de fidélisation, cette écoute ne sert à rien. Donc, il faut écouter, il faut suivre, il faut accompagner. Fonder une relation durable avec ses clients. Qui dit durable, c'est-à-dire maintenir la relation, créer des forums, créer des groupes, et écouter, en même temps mobiliser, donner des cadeaux. C'est tout ça, c'est-à-dire maintenir cette communication, je dirais pas à l'infini, mais quand même la perpétuer. Alors, les mesures récurrentes, oui, bien sûr, donc je finis par ça. Alors, l'amélioration de l'expérience touristique au sein d'une destination nécessite la prise en compte d'un ensemble de mesures. Ces mesures peuvent concerner un ou plusieurs maillons du cycle du voyage. Ainsi, l'espace visité doit être apprivoisé en infrastructure de base, quelque chose de fondamental. Deuxièmement, présenter une certaine qualité urbaine et paysagère, favoriser les déplacements fluides, être accessible à toutes les personnes, femmes, enceintes, personnes en mobilité réduite, enfants, personnes âgées, fournir des informations unifiées sur différents supports, assurer la transparence des opérations marchandes, mettre à disposition les dispositifs sanitaires et sécuritaires nécessaires, produire des prestations touristiques de qualité et finalement généraliser la qualité de l'accueil dans l'ensemble de ces composantes. Et merci bien. Vous avez fait plonger dans l'expérience du voyageur, dans l'expérience touristique du voyageur. Parce que j'aimerais juste insister sur un point que vous avez cité, mais qui est très important aujourd'hui, c'est que cette expérience touristique, ou le cycle du voyageur, sont aujourd'hui métamorphosés par le digital. Il faut bien le noter, c'est qu'aujourd'hui, un touriste est de plus en plus informé, un touriste est de plus en plus connecté, et se base aujourd'hui sur le digital pour gérer toute son expérience touristique, que ce soit dans le pré-voyage, dans le voyage ou dans le post-voyage. Aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est information, Internet et tout ce qui est digital, aujourd'hui commence à avoir une place prépondérante dans le choix des destinations, dans l'expérience touristique, mais également dans l'évaluation de l'expérience et des destinations. Et ça commence à impacter le marché touristique dans sa globalité, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Alors, on a vu cette expérience marocaine. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir une expérience de nos amis
venant d'une région de l'Occitanie, une région qui est en partenariat avec la région Fès-Meknès depuis un moment, et à travers un certain nombre d'actions, d'échanges, de pratiques, de bonnes pratiques, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'ils vont essayer de nous parler de l'expérience de leur région. J'aimerais bien accueillir pour cela M. Sébastien Plat, qui est conseiller régional et président de la commission économie touristique et thermalisme du Conseil régional d'Occitanie, et M. Baptiste Morel, qui est conseiller tourisme de la présidente Carole Lega, qui vont bien évidemment nous expliquer ce qu'ils font de très bien dans leur région. Je pense que vous avez un film, et après une présentation d'un petit film, on va essayer d'installer. Voilà, vous avez eu une présentation assez rapide des grands sites Occitanie, des grands sites de la région Occitanie. C'est une démarche de qualité vertueuse qui met en avant les monuments, les sites patrimoniaux, culturels de la grande région, de la nouvelle région Occitanie. Alors, rapidement, l'Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, le nom de notre région, qui a été créé il y a seulement 3 ans de cela, est un vaste territoire qui est situé au sud en fait, de la France, à proximité de l'espace de la Méditerranée. Et c'est une région qui est plus vaste que le pays de l'Irlande, que l'Autriche, très grande région de 5,8 millions d'habitants. Une région qui attire chaque année près de 50 000 nouveaux arrivants. C'est dynamique, d'ailleurs c'est une des régions les plus dynamiques de France en croissance démographique. Et surtout, une région qui, en matière de tourisme, fonde l'essentiel de son économie. Le deuxième secteur de l'économie est basé sur le tourisme, après l'industrie agroalimentaire et l'agriculture. C'est près de 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année que le tourisme génère sur l'ensemble du territoire, et pas uniquement que dans les zones urbaines. C'est un peu plus de 10% du PIB régional. Ça génère près de 108 000 emplois. Et chaque année, les investissements réalisés par les collectivités, les villes et les entreprises privées s'élèvent à 1,4 milliard d'euros, donc une grosse dynamique d'investissement. C'est une région qui reçoit chaque année l'équivalent de la population du Maroc, de 30 millions de visiteurs annuellement. La France est le pays le plus visité au monde, avec pas loin de 90 millions de touristes. Rien que le petit territoire de l'Occitanie avec 30 millions. C'est une zone de passage vers le sud, notamment vers l'Espagne. Que dire de plus, si ce n'est que la région Occitanie est aussi la première région en termes de nuitées touristiques. C'est-à-dire qu'on a à peu près 154 millions de nuitées touristiques et la troisième région de France en accueil de clientèle étrangère. C'est-à-dire que chez nous, l'essentiel de la clientèle, ce sont des Français. Énormément de Français viennent. C'est la région qui attire le plus les Français, notamment à la mer, en montagne, dans les villes. Et nous avons des grosses marges de manœuvre à l'international pour faire venir des clientèles du monde entier. Il y a à peu près 90 nationalités qui viennent sur notre région. Et la politique d'excellence, j'ai bien aimé la présentation juste avant moi sur le diagnostic en fait, des besoins en matière de développement touristique pour votre territoire. Eh bien oui, la qualité, l'organisation de l'accueil, les infrastructures sont nécessaires pour
pouvoir accueillir des clientèles, notamment des clientèles lointaines, et surtout l'expérience client qui permet, à travers les réseaux sociaux, justement, d'augmenter l'envie de venir visiter nos territoires. Donc, au-delà du patrimoine naturel et culturel qui caractérise l'offre touristique du territoire, nous avons ce qu'on appelle une offre multicolore. Le gros avantage d'une région comme la nôtre, pour faire écho à la région de Fès-Meknès, c'est que nous avons à la fois le tourisme bleu, qui est lié aux plages, à la Méditerranée, et qui attire énormément de clientèle l'été, en période estivale. Nous avons un tourisme blanc, c'est-à-dire un tourisme d'hiver, avec des stations de ski. L'essentiel du massif des Pyrénées appartient à la région Occitanie, donc la plupart des stations de ski sont chez nous. Donc une saisonnalité estivale du mois de décembre, à peu près jusqu'au mois de fin mars, début avril. Donc déjà vous avez les deux grosses parties de l'année bien occupées. Et puis sur l'intersaison, ce qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le tourisme vert, le tourisme naturel, qui est là aussi un créneau relativement important et qui convient dans nos territoires ruraux de développer, de parier là-dessus. Cette richesse d'offres est un atout considérable puisque derrière, évidemment, vous avez une activité qui fonctionne tout au long de l'année sur la région. Alors l'Occitanie, c'est une région récente, elle existe depuis le 1er janvier 2016, et c'est l'union de deux anciennes régions qui étaient beaucoup plus petites. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une obligation d'harmoniser les politiques touristiques qu'il y avait sur les deux anciennes régions. Et notre objectif, c'était de les harmoniser à la hausse et d'essayer d'amener les meilleures pratiques des deux anciennes régions sur l'ensemble du périmètre. Et cette démarche de 40 grands sites Occitanie était une démarche qui était dans l'ancienne région Midi-Pyrénées que l'on a dupliquée sur l'ensemble de la région, de la nouvelle région Occitanie. La nécessité de construire cette région, ça a été aussi de fédérer l'ensemble des habitants derrière un projet politique fort qui permette de soutenir le développement des territoires et en particulier l'attractivité touristique de tous les territoires et pas uniquement que des zones urbaines. L'importance, la mission politique d'une région, c'est d'assurer de l'aménagement du territoire. Et le tourisme, ça permet de générer de l'activité, de l'emploi dans des zones qui sont des zones en difficulté ou soumises plutôt à une activité agricole. Alors, cette politique des grands sites, elle allie aménagement du territoire et attractivité touristique, et elle considère surtout l'habitant comme le premier touriste. C'est-à-dire que les opérations que nous menons pour valoriser le patrimoine, aménager nos sites, aménager nos villes, travailler sur la gestion des transports, des flux, ça se fait en concertation avec la population. Ce n'est pas imposé par la région. C'est un travail vraiment de réunion, d'animation de réseaux, d'associations, et les citoyens s'expriment. Rien n'est plus mauvais que d'imposer à la population des décisions qui viendraient d'en haut et qui soient complètement déconnectées de la réalité. Et en matière touristique, c'est ce que nous avons fait. Alors, c'est une politique qui invite les grands sites à se mobiliser autour d'une vision partagée de leur avenir, à prioriser leurs choix, à développer des formes de solidarité entre eux, de manière à ce que chaque ville, chaque grand site soit en capacité de faire la publicité, la promotion de l'autre. D'éviter que chacun travaille dans son coin et valorise sa propre marque, travaille de manière cohérente et surtout de manière collective. Alors, pour en arriver à ces 40 grands sites, la région a mis en place ce qu'on appelle un appel à projet et a demandé en fait à ce que les territoires s'organisent et proposent des candidatures. Nous avons organisé un comité d'experts qui a sélectionné une quarantaine de candidatures qui maillent très bien le territoire. C'est une collection qui permet, grosso modo, de couvrir tout le territoire de la région. Il y a très peu de zones blanches. Vous avez des grands sites dans la montagne et les Pyrénées, vous en avez sur le littoral, dans les grandes villes et dans le milieu rural. L'intégralité du territoire est bouclée. C'est au-delà des grands sites et du tourisme, c'est vraiment notre politique d'aménagement du territoire. Elle est fondée sur ce travail-là. Alors, lorsque une ville est grand site, elle signe un contrat pluriannuel avec la région
qui accompagne derrière financièrement les projets que les grands sites souhaitent réaliser. Donc, les contrats qui sont signés sont des contrats d'une durée de 4 ans. Et donc, vous avez au sein du contrat toute une listing de projets et d'actions pour lesquels la région peut se positionner et amène des crédits et des fonds de concours pour réaliser les opérations. Alors, vous savez, nous, on a l'habitude de citer en Occitanie un proverbe qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va loin, beaucoup plus loin. Et c'est vraiment le sens philosophique de cette démarche. Nous appelons à ce qu'il y ait une solidarité au sein de chaque grand site, parce qu'un grand site, c'est un monument qui est au sein d'un territoire. Par exemple, Meknès ou Ubilis sont deux grands sites, à nos yeux, pour votre territoire, mais deux grands sites qui doivent tirer l'ensemble de la région et bénéficier à l'ensemble de la région, pas uniquement à la ville de Meknès ou au site de Ubilis. C'est ça l'état d'esprit que nous avons fondé autour des grands sites. C'est-à-dire que dans une ville qui est grand site, le territoire rural environnemental peut se développer, peut développer de l'hébergement touristique, par exemple, des activités, de la randonnée, du vélo, n'importe quelle activité qui peut fonctionner autour, bénéficiera de l'image de marque du grand site. On appelle aussi une solidarité au sein du périmètre entre à la fois les acteurs privés et les acteurs publics. Là aussi, il faut que les privés suivent la politique des grands sites. C'est pour cela qu'ils ont été associés au départ dans la démarche, puisqu'ils partagent, dans le cadre de leur développement d'entreprise, les mêmes ambitions et les mêmes missions que la région a souhaité, c'est-à-dire dans la recherche de l'excellence pour aller chercher des clientèles à forte valeur ajoutée et des clientèles surtout qui auront une expérience, vivront une expérience inoubliable et derrière dans les réseaux sociaux évidemment mettront de très bonnes amis et ce qui permettra d'asseoir la notoriété de la destination. Autour de la notion de chaque titulaire en fait du grand site doit se poser la question de c'est comment que le grand site, dont je suis gestionnaire, peut-il contribuer à la vitalité de l'ensemble de la collection? Comment sert-il par la qualité et la singularité de ces initiatives la cause de l'ensemble du réseau? C'est cet état d'esprit collectif qui doit être la priorité dans cette affaire-là. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous fusionnez deux régions qui n'ont pas forcément la même façon de faire, pas tout à fait la même culture, pas tout à fait les mêmes idées. C'est de les associer autour d'un projet commun pour que la nouvelle région puisse se construire intelligemment et qu'elle soit partagée par tous. Sinon, chacun va défendre son endroit, sa chapelle, son clocher, et vous n'allez pas être compétitif. Donc c'est ça vraiment le sens de mon message. Alors, il s'agit dans la démarche, bien sûr, de favoriser une durée plus longue des séjours. C'est ce que l'on recherche. Il y a encore des périodes dans l'année, notamment un petit peu en avant-saison et en après-saison, au mois de juin et sur le mois d'octobre-novembre, il y a un petit peu moins de monde. L'idée, c'est vraiment de faire venir des clientèles sur ces périodes-là, d'étirer en fait la fréquentation touristique. L'idée, c'est de travailler aussi avec un fil conducteur qui concerne le tourisme durable. C'est-à-dire que les investissements que l'on met en place sur nos monuments doivent avoir à l'idée, par exemple, de gérer les économies d'eau, de gérer les économies d'énergie, de favoriser les mobilités douces, de favoriser au niveau des entreprises des modèles de gestion de leurs établissements qui soient respectueux de l'environnement, qui jouent dans la durabilité. Parce que la durabilité aujourd'hui c'est devenu une marque et une attente de la part de nos clientèles qui recherchent une façon de voyager, de consommer plus intelligente, plus pérenne. L'acte d'achat dans le tourisme aujourd'hui, c'est plus un acte de consommation pur et dur, on a envie de visiter, on consomme et puis on s'en va. Non, on a envie de consommer, mais de consommer utile, que ça serve. Donc consommer des produits locaux de nos agriculteurs, c'est une priorité, plutôt que des produits industriels. Je l'ai entendu tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué. Économiser l'eau, utiliser des mobilités douces, c'est un souci pour préserver l'environnement. Donc c'est faire du tourisme intelligent. En termes de marketing, c'est relativement porteur. Alors, il s'agit aussi de répartir du mieux possible les flux sur l'ensemble du territoire de la région et d'éduquer les gens au respect de l'environnement. Alors, nous avons un tourisme de masse qui existe.
l'été. Sur le littoral, par exemple, très difficile d'accéder à des plages, il y a du monde partout, donc c'est très compliqué. Notre objectif, c'est pas d'accroître fortement la fréquentation du territoire, c'est de faire un tourisme meilleur, de meilleure valeur ajoutée, et d'essayer de mieux canaliser les flux pour éviter l'érosion sur les sites les plus fréquentés, parce que c'est ce souci de transmission qui guide notre action. L'objectif, c'est aussi de constituer une véritable destination touristique avec évidemment des sites majeurs, mais aussi des zones d'influence autour, et surtout de coordonner l'action sur le territoire lui-même, sur chaque territoire, parce que si les acteurs ne partagent pas le même objectif, si la population ne veut pas du tourisme, ça ne marche pas. On ne peut pas imposer à nos habitants de faire venir des gens alors que, pas sûr qu'ils en veulent. Il faut que ce soit partagé. Et ça, c'est important, c'est dans la concertation que l'on construit ces politiques touristiques. On regarde les menaces, on regarde les avantages, on pèse le pour le contre, et puis on essaie de faire consensus. Je vous avoue que, globalement, sur l'échelle de la grande région Occitanie, il y a la volonté de développer le tourisme. C'est clair. Alors, il s'agit aussi enfin, ce qui est important, c'est le rôle de chef de file. On a demandé à ce que chaque grand site, au sein de chaque grand site, il y ait un chef de file qui coordonne la politique touristique. Et chez nous, nous avons ce qu'on appelle les offices de tourisme de grands sites. On a identifié sur chaque zone un office de tourisme qui, lui, est garant et animateur de la démarche. Ce sont les agents de l'office de tourisme qui vont mettre en réseau les professionnels du tourisme, les investisseurs qui viennent sur le territoire et la région. Ça va être une fonction vraiment d'animation et de support pour garantir à ce que les projets qui sont réalisés dans les grands sites correspondent bien aux objectifs que l'on s'était fixés et ne soient pas déconnectés. L'animation est un volet très important de la démarche. Enfin, les attentes qualitatives que nous nous sommes fixées sont effectivement élevées. L'excellence des lieux, la qualité de l'accueil, que ce soit dans les établissements privés, les hôtels, les restaurants, mais aussi les sites, doivent être performants et équipés d'outils numériques de communication, voire de médiation culturelle. Vous parliez de signalétique tout à l'heure, c'est évident. Que vous soyez dans une médina ou sur un site chez nous, si la signalétique n'y est pas, forcément l'expérience client, si jamais la personne se perd, va être mauvaise. Et derrière, en cascade, vous aurez de mauvais avis, donc ça va desservir l'image de marque de la destination. Donc la qualité, l'excellence, ça passe aussi par l'organisation du parcours de visite, de la qualité du parcours de visite. Et donc, les territoires qui souhaitent s'engager dans ces démarches-là et qui seront sélectionnés, du coup, c'est un effort pour eux parce que ça nécessite de l'argent, de l'investissement. Donc la région a décidé de mettre un peu plus de moyens financiers que ce qu'elle met d'habitude dans ses politiques classiques. Et la région a la possibilité d'aller chercher des cofinancements auprès de l'État français, mais aussi auprès des départements et auprès de l'Europe. L'Europe finance pas mal les projets de développement touristique, notamment autour des nouvelles technologies, du numérique. La force d'une région, c'est de pouvoir négocier. Nous avons même été plus loin l'année dernière, puisque la région Occitanie est allée chercher un fonds financier de 100 millions d'euros qu'elle a levé auprès de la Banque centrale, avec des apports privés et des apports de la région, pour augmenter encore plus l'enveloppe dédiée au développement touristique de la région Occitanie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un budget à peu près annuel aux alentours de 60 millions d'euros pour l'ensemble de la région. Et dans les 5 prochaines années, viendra ce fonds qui est de 100 millions d'euros. Donc, vous voyez, ça permet de gagner quasiment 40% de moyens financiers supplémentaires pour aider les projets que nous avons sur la région. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. À un moment donné, il faut réaliser les projets. Donc, la mission de la région, c'est ça. C'est justement de faire ces tours de table bancaires, de mettre en relation pour que les territoires aient les moyens de réaliser leurs opérations. La région même garantit des emprunts pour les entreprises. Quand une entreprise a une difficulté pour boucler un plan de financement parce qu'il faut qu'elle fasse des travaux sinon elle va fermer, la région peut l'aider à aller discuter avec le banquier et à garantir l'emprunt que la banque va lui faire. Donc c'est ça en fait notre démarche auprès des entreprises. Alors, les outils que l'on met en place pour la démarche grand site et les outils pour le développement touristique, c'est un accompagnement fort des services de la région. Nous avons une direction avec une quinzaine, 20 salariés
qui anime le réseau, qui travaille sur les projets touristiques. Et puis nous avons une agence régionale, un comité régional du tourisme, qui lui assure la promotion, la communication et la formation, qui organise des formations pour les agents qui sont sur les sites, pour les personnes qui travaillent dans les hébergements, dans la restauration. Donc nous avons 2 structures, et dans cette structure-là, il y a 60 personnes. Et vous avez à peu près 80-90 personnes qui travaillent à la région, rien que pour le développement touristique, en partenariat avec l'ensemble des territoires, puisque chaque territoire a du personnel au niveau des offices de tourisme et des agences départementales. Donc c'est pour vous montrer vraiment la volonté très forte, politique, des élus de l'ensemble de ce territoire, de faire du tourisme une priorité absolue en termes de développement économique. Bon, les dispositifs financiers bonifiés, je vous en ai parlé. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les interventions spécifiques? Oui, les projets touristiques que nous menons sur les grands sites ne sont pas déconnectés du projet de développement global de la région. C'est-à-dire que la région a dû créer un schéma régional de développement économique, parallèle au schéma de développement touristique, pour lequel il a fallu repenser la gestion des transports à l'échelle de l'ensemble de la région. Et les transports, nous gérons les lignes interurbaines de bus. C'est la région qui gère les bus entre les grandes agglomérations. C'est la région qui gère les trains du quotidien sur l'ensemble du territoire, les TER. Donc il a fallu repenser tout ce maillage, parce que vous avez des sites touristiques qui sont très loin des zones d'arrivée de clientèle, c'est-à-dire des aéroports. Donc si derrière ces sites ne sont pas connectés par soit du transport bus, soit du transport SNCF avec des trains, ben, ils ne sont pas irrigués, il n'y a pas de touristes. Au-delà de ça, nous avons aussi amplifié la démarche de déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. C'est malheureux à dire, hein, mais on ne peut pas développer le tourisme si nous n'avons pas accès à l'Internet et au Wi-Fi. Il faut absolument, quel que soit le lieu, que le client ait accès à Internet. Et donc, la région a mis sur la table 200 millions d'euros pour aider les 13 départements à déployer soit de la fibre optique, soit des solutions satellitaires, pour que à peu près 90% du territoire soit couvert par du très haut débit. Un débit entre 20 mégas, voire au-delà, pour ceux qui auront la fibre optique. À partir de là, les clients qui viennent chez nous, et la population aussi, là pour le coup, la population était demandeuse de ce type de projet. D'ici 3-4 ans, tout le monde aura accès au très haut débit sur l'ensemble de la région. Et ça, c'est déterminant. Je veux dire, dans un choix de destination, 9 fois sur 10, la question qui est posée, c'est est-ce que vous avez le très haut débit, la Wi-Fi. Ensuite, l'enjeu d'une démarche comme celle-là, c'est la stratégie de promotion et de communication. Nous avons engagé des stratégies d'envergure en mettant des moyens sur la table, un peu plus de 2 millions, 2,5 millions d'euros chaque année, pour réaliser, vous l'avez vu, des spots télé qui passent sur l'ensemble des chaînes télé nationales. Nous avons un maillage de panneaux et d'informations sur les aéroports, sur les autoroutes, des endroits stratégiques et clés pour communiquer sur ces grands sites. Et nous réaliserons un certain nombre d'opérations sur des marchés, dans des foires à l'international, pour faire la promotion de l'ensemble de ce territoire. Comme la promotion, c'est quand même un secteur qui coûte très cher, nous appelons de nos voeux à ce que l'ensemble des partenaires de la démarche et de la région mettent les moyens en commun pour que l'enveloppe soit plus importante et les campagnes de communication plus fortes auprès du public. L'importance de la digitalisation aussi est d'actualité parce que grâce à l'Internet, là pour le coup ça ne coûte pas très cher, mais une bonne campagne de promotion et de communication via Internet et les réseaux sociaux est relativement efficace. Et ça demande de l'organisation. Donc, l'enjeu, c'est que tout le monde fasse passer le message pour que la promotion soit la même et le message soit le même qui passe partout. Voilà, donc je voulais vraiment vous axer mon propos sur la démarche grand site parce qu'il me semble qu'au regard de ce que j'ai vu sur les précédents exposés, je ne dis pas que ce que l'on a fait c'est abouti, mais en tout cas, ça permet de répondre à un certain nombre de questions que vous avez, que vous vous posez dans le cadre des projets d'organisation de développement touristique sur vos sites et sur le territoire de Fès-Meknès. Et
vraiment le sens de notre partenariat sur le volet tourisme. Nous souhaitons partager ces expériences et du coup invitons la délégation le 22 novembre à Montpellier où nous organisons le campus européen de l'innovation touristique. L'année dernière, la région Occitanie a organisé le premier campus régional du coup, de l'innovation touristique. C'est une sorte de forum, de workshop, il y a plus de 1000 m² d'exposition d'entreprises, de start-up, à la fois du numérique, mais aussi d'entreprises qui développent des mobilités douces, comme des vélos électriques, comme des véhicules électriques. Donc c'est vraiment un marché où vous pouvez rencontrer des personnes qui travaillent, qui réfléchissent à ce que pourrait être le tourisme de demain et les services que nous pourrions proposer. Il y a un certain nombre de tables rondes aussi sur des sujets d'actualité, voire le tourisme du futur. Et nous, notre volonté, c'est de positionner la région Occitanie comme un lieu de... C'est l'une des régions qui concentre le plus grand nombre de chercheurs, tout type d'activités confondues, médecine, aéronautique, Airbus Industrie, c'est à Toulouse. Et bien en matière de tourisme, on souhaite se positionner aussi en essayant de donner des conditions à ce que les étudiants et les chercheurs viennent chez nous, travaillent chez nous, développent leurs produits chez nous, et puis ensuite ils vont s'installer ailleurs, à l'étranger. Et l'intérêt, c'est de recevoir des étudiants, des chercheurs, des start-up de nos partenaires en particulier, et des vôtres, et de positionner l'Occitanie comme une Silicon Valley de l'innovation touristique. C'est un bien grand mot, mais c'est ça un petit peu l'objectif que nous avons, parce que la présidente de la région a l'habitude de le dire, et moi je le reprends très souvent, le tourisme est très concurrentiel. On a toujours tendance à regarder ce que fait l'autre et à courir après la concurrence. Je crois que si on veut vraiment être bon en matière de tourisme, il faut être capable de passer devant la concurrence, c'est-à-dire d'anticiper l'avenir. Et aujourd'hui déjà, penser à ce qui risque de se passer dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est pas facile comme exercice, mais ça mérite de le faire. Ça mérite d'essayer de lancer des modes, de lancer des solutions qui peut-être n'existent pas aujourd'hui et qui demain seront la règle. Alors, le tourisme respectueux de l'environnement, le tourisme vert, le tourisme intelligent, c'est, à mon sens, le tourisme de demain. C'est plus le tourisme de masse. Voilà, je ne vais pas être plus long. C'était l'essentiel du message que je souhaitais vous faire passer. En tout cas, merci une fois de plus de votre accueil. Merci beaucoup, monsieur Plat, pour cet exposé assez enrichissant. À propos un peu de l'expérience touristique, de tout l'ensemble des actions que vous avez mis en place et qui couvrent, selon ma lecture, toute la chaîne du produit touristique. Ce qui est à retenir est intéressant aussi dans le cadre du partenariat avec la région de Fès-Meknès, c'est cette notion aujourd'hui très très importante de mise en réseau. Je crois que c'est assez important. La mise en réseau qui a été déclinée à travers un certain nombre de sites, des grands sites qui sont gérés de manière autonome pour essayer un peu de donner les spécificités de chaque site, mais en même temps d'œuvrer et de verser vers un développement global de toute la région pour qu'elle devienne compétitive et qu'il y ait un positionnement touristique particulier et différenciateur. Je crois qu'on ne peut pas résumer tout ce qui a été dit parce qu'il y a toute une expérience, c'est une feuille de route qu'il a partagée avec nous. Et je pense que c'est assez enrichissant pour que l'échange avec la région de Fès-Meknès soit opérationnel et profitable à cette région. Merci encore une fois à toute la région de l'Occitanie. Je pense aujourd'hui encore, avant de passer à notre ami de l'université Moïse Naïm, on a une expérience qui va nous être présentée par un groupe rossignol que j'invite. On va essayer.